France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Allez, bon dimanche tout le monde, évidemment, le dimanche à 18h30, quel plaisir de retrouver comme tous les dimanches, évidemment, l'émission Parler Santé avec Monsieur Malek qui est avec nous en direct et son invité. Bonjour Monsieur Malek. Bonjour Medjed, comment allez-vous super en ce bien. beau dimanche? Vous savez, je vous ai sorti déjà des dossiers. Ah oui là. Ah, ça sort des dossiers. Déjà. Des dossiers très lourds. C'est ce que j'aime bien ici. Tous les dimanches, c'est tellement Toujours. sympathique de vous retrouver, Voilà. Medjed. Et merci. c'est On gentil. apprend, mais on rigole aussi. Exactement. C'est Tout à possible. fait. C'est possible aussi et c'est très très bien. Alors aujourd'hui justement on va apprendre et vous avez votre invité, encore un autre médecin qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Alors aujourd'hui, donc déjà bienvenue à toutes et à tous pour cette émission Parler Santé. Le thème de la journée on va concerner le rythme cardiaque. Et c'est un thème assez intéressant sur lequel là j'ai le plaisir d'accueillir alors j'ai été très ému aujourd'hui en venant. Je me suis dit comment je vais l'accueillir parce que c'est vraiment quelqu'un de très important et de brillant. Et je suis très heureux d'accueillir le docteur Amara. Donc bonjour docteur, comment allez-vous? Bonjour, comment ça va? Ah alors déjà il n'a pas le bon micro. Alors c'est ouais, bon? Là ça va pas. Donnez-lui celui du milieu. Celui du milieu? Voilà. C'est marrant, on était bien près tout à l'heure. Voilà. Voilà. Là c'est parfait. Parfait. Il y a trois Bonjour. micros donc. Voilà. Bonjour à tous, très content d'être là parmi vous. Ce que vous ne voyez pas ici, c'est que il y a déjà toute une ambiance avant. C'est pour ça qu'ils sont déjà allumés à fond. D'habitude, quand je les écoute à la radio, je me dis mais comment ils font? Mais c'est parce voilà. que déjà il y a de l'ambiance avant. Ah bah Voilà, oui. donc c'est bien. On essaye en tout cas. On essaye. Et ben aujourd'hui donc j'accueille le docteur Amara qui va nous parler de rythme cardiaque, du trouble du rythme cardiaque plus exactement. Alors je vais faire une question générale. Pouvez-vous nous parler un petit peu de vous docteur Amara pour savoir un petit peu qui vous êtes? Oui, merci. Donc je suis cardiologue, donc spécialisé dans la pathologie cardiovasculaire, mais maintenant en cardiologie on a souvent ce qu'on appelle des surspécialités. Donc moi je suis rythmologue. En termes vulgaires, je dis je suis électricien du cœur, donc je suis spécialisé dans tout ce qui concerne les troubles du rythme cardiaque, que ce soit les ralentissements ou les accélérations. Donc pour cela, on a une formation en plus de la spécialité de cardiologie, avec il y a des diplômes interuniversitaires dans lesquels on apprend cette spécialité et on non seulement diagnostiquer, mais également apprendre en charge ces différentes pathologies. De manière médicamenteuse, mais également interventionnelle, puisqu'on parlera tout à l'heure de tout ce qu'on peut faire pour soigner ces pathologies. Je suis praticien hospitalier à l'hôpital de Montfermeil, où je suis responsable d'une unité de rythmologie spécialisée dans ça. C'est le seul centre public de Seine-Saint-Denis qui est autorisé à poser des défibrillateurs et à faire de l'ablation. Merci en tout cas pour cette introduction. J'en profite pour vous parler un petit peu de cet hôpital de Montfermeil, mais c'est un vivier de talent parce que il y a le docteur Kamel qui vient de l'hôpital de Montfermeil, le docteur Youb, le docteur Mohamed, il y a énormément de personnes, docteur Amouchi aussi. C'est un hôpital. On parle souvent de la mauvaise réputation de la ville de Montfermeil, mais l'hôpital est vraiment très performant en cardiologie. C'est vraiment un centre reconnu, mais aussi en pneumologie. Donc j'en profite pour saluer tous mes amis et vous parler de rythmologie. Nous avons aussi le docteur Sali qui est rythmologue qu'on salue et pour un peu justement donner un autre aspect de la spécialité de la cardiologie. Par exemple, le docteur Kamel est coronaro graphiste. Donc voilà, c'est une surspécialité, la surspécialité dont vous parliez. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Medjahed, tu envoies le numéro quand même Évidemment. au cas où si vous avez, comme ça j'élargis, des problèmes cardiaques, des problèmes de rythme, si vous avez un problème sur les pacemakers, des questions, que ce soit vous ou pour vos proches, n'hésitez pas à nous appeler. Évidemment, au 0892 23 99 50, n'hésitez surtout pas. On parle de la cardiologie, du rythme cardiaque aujourd'hui. Quelle que soit votre question sur ce domaine, eh bien vous êtes les bienvenus. Le médecin spécialiste Dr Amara vous répondra évidemment. Donc voilà, des témoignages pour vos amis, pour votre famille. Vous avez bien entendu envie d'en savoir plus. Vous voulez nous préciser 2-3 questions sur le rythme cardiaque, sur le cœur, sur les problèmes cardiaques, eh bien n'hésitez pas, le docteur Amara et monsieur Malek vous répondront. Vous serez prioritaire évidemment, chers auditeurs de partout en France. 0892 23 99 50, à tout moment vous êtes prioritaire. 0892 23 99
50 pour toutes vos questions, évidemment. Et sur Snapchat. Exactement, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Oui. Donc, Et oui, les snappers, eh bien, vous tapez France Maghreb 2, tout attaché sur Snapchat. Vous rentrez dans la story, vous rentrez votre petit message, votre petite question, et on vous répondra à l'antenne. Et puis, bien entendu, des messages d'encouragement au docteur Amara, aussi, pourquoi pas, si vous aimez l'émission, si vous avez envie d'encourager Monsieur Malek également, ben, vous y allez, vous envoyez vos petits messages, on les lit, évidemment, en direct sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, tout attaché, et par le bon vieux téléphone pour poser vos questions, évidemment, 0892 23 99 50. Abordons la première question de ce sujet. Alors, pouvez-vous nous donner une définition de ce qu'est un trouble de rythme, un trouble du rythme cardiaque? En fait, le rythme cardiaque, par définition, est régulier et commandé par les oreillettes. C'est un petit peu difficile de l'expliquer comme ça à la radio sans montrer de schéma. Le rythme est régulier et variable par définition de manière physiologique, c'est-à-dire que le rythme normal est entre 50 et 100 par minute au repos. On est plus souvent autour de 70. Les coureurs du Tour de France sont plutôt autour de 40. Et puis, quand on fait un effort, heureusement, ce rythme cardiaque s'accélère et s'adapte à l'effort. Les pathologies peuvent être des pathologies de ralentissement du rythme cardiaque, c'est-à-dire un cœur qui est trop lent. Dans ce cas-là, peut se manifester par des malaises, voire des pertes de connaissance. Et le deuxième type de pathologie, ça va être les accélérations du rythme cardiaque, qui vont se manifester souvent par le fait qu'on ressent son cœur battre vite. On appelle ça des palpitations. Donc le rythme est irrégulier et les personnes vont ressentir cette irrégularité du rythme et vont sentir le cœur battre plus ou moins fort ou plus ou moins vite. Donc là déjà c'est une première idée. On a soit des ralentissements, soit des accélérations. Et à partir de ce moment-là, donc on peut suspecter qu'il y a un problème et donc on va essayer de consulter. Voilà, il faut consulter. De toute façon, à partir du moment où en cardiologie ou même en médecine en général, quand on ressent quelque chose, il faut toujours se confier à son médecin qui va faire un électrocardiogramme, déjà au moins un premier électrocardiogramme qui est un examen simple qui se fait sur 20 secondes où on va enregistrer, qui est fait le plus souvent par des cardiologues et qui va pouvoir enregistrer le rythme cardiaque au moment de la visite au cabinet. On va pouvoir voir votre rythme et puis si besoin peut enregistrer ce rythme à d'autres moments. Parfois on peut enregistrer la nuit, on peut l'enregistrer sur 24 heures, on peut enregistrer sur 24 heures, on a des appareils qu'on appelle des holters et ils vont permettre d'enregistrer le rythme sur 24 heures. Donc, et puis bien sûr, le médecin va interroger, va questionner, est-ce que on ressent juste cette irrégularité? Est-ce qu'on ressent des malaises? Est-ce qu'on a perdu connaissance? Est-ce qu'on a des cas dans la famille? Est-ce qu'on a une pathologie cardiaque quelconque? Est-ce qu'on prend déjà des médicaments? On va demander quels sont les signes associés, peut-être qu'on a des douleurs, est-ce qu'on est essoufflé? Examiner, faire l'électrocardiogramme et au fur et à mesure après aller dans les examens qui peuvent aller plus loin en fonction de simplement d'abord un symptôme, après on peut pousser un peu plus loin les examens. Donc concrètement, le diagnostic se fait par cet ECG, donc cet électrocardiogramme. C'est le seul examen qui confirme ou non la présence d'un trouble. Alors l'électrocardiogramme de repos, le plus souvent, ne va pas suffire parce que si par définition vous vous plaignez d'avoir des douleurs à l'effort ou des palpitations à l'effort, lorsqu'on va faire cet électrocardiogramme, on va le trouver le plus souvent normal. Et dans ce cas-là, on va être amené à faire soit un holter sur 24 heures, parfois même une épreuve d'effort où on peut vous faire pédaler et enregistrer votre électrocardiogramme et voir si on enregistre que quelque chose. En pleine activité, c'est ça? En pleine activité. Et puis parfois, dans des cas spécifiques, notamment si, en fonction de ce que vous décrivez, on suspecte quelque chose de bien particulier qu'on peut aller soigner de manière interventionnelle, on peut aller enregistrer les voies électriques du cœur. C'est un examen un peu plus invasif qui nécessite d'aller piquer la veine, ça nécessite de venir à l'hôpital ou un hôpital de jour, et qui permettent d'aller faire l'examen pour voir déclencher éventuellement l'emballement et éventuellement le traiter en même temps. Au vu de tout ce que vous nous dites depuis le début, est-ce pour cela que les rythmologues sont peu présents en cabinet de ville? C'est parce que ça nécessite énormément de matériel et des examens poussés dans leur activité? D'abord, les rythmologues sont pas très nombreux parce que ils passent beaucoup de temps à faire de l'interventionnel et on n'est pas des chirurgiens, mais on fait des interventions. On va avec nos cathéters brûler des circuits anormaux à l'intérieur du cœur par le chaud, par le froid. On va mettre des pacemakers, des défibrillateurs, et donc je passe plus de 60% de mon temps au bloc opératoire à faire des interventions. Donc obligatoirement, ça limite mon temps de consultation et dans ce temps de consultation est très condensé pour d'une part
voir les Suivre nouveaux les patients et suivre les suivi des patients. anciens patients qui ont des prothèses, des pacemakers ou des défibrillateurs. Donc obligatoirement, il y en a pas beaucoup et vous en verrez pas beaucoup en cabinet parce que ils sont plutôt à l'hôpital ou en grosse clinique faire de l'interventionnel mais également de la consultation. Alors, il y a un élément que vous avez bien noté qui est que parfois les gens vont dire on m'a rien trouvé. Oui. Voilà, c'est ça. C'est pas faux. C'est le plus souvent c'est ça, c'est J'ai je rien. ressens quelque chose mais on m'a dit que j'ai rien. Et c'est là que avoir rien, c'est peut-être qu'ils ont quelque chose. C'est-à-dire que comme on a dit là, on peut faire l'électrocardiogramme, ça va durer 20 secondes et on va dire qu'il n'y a rien. On peut faire le Holter sur 24 heures, mais ce n'est que 24 heures. Comme par hasard, la plupart des patients à qui je mets un Holter, pendant les 24 heures, ils vont rien faire. Ils vont rien faire. On peut faire plus long, on peut faire 3 semaines, voire même on peut mettre des petits boîtiers espions sous la peau qui durent 3 ans. Donc vous imaginez que si sur 3 ans vous faites rien, c'est que vraiment C'est que vous n'avez rien. C'est que vous n'avez vraiment rien. Bon. C'est intéressant. Le Holter, c'est souvent ces machines qui sont mises par les secrétaires notamment ou par les médecins et qu'on justement que les patients remportent chez eux et ramènent au bout de 24 heures. Au-delà de tout ça, est-ce qu'il y a aujourd'hui des progrès récents dans le diagnostic du trouble du rythme? Alors les progrès, il y a ce qui se passe, c'est que de plus en plus on a des progrès qui viennent de la médecine grand public, c'est-à-dire toutes les startups qui se montent et qui veulent pouvoir vous enregistrer des choses que vous pouvez faire vous-même. Et donc vous avez remarqué sur votre smartphone que vous pouvez prendre votre fréquence cardiaque rien qu'avec la caméra du téléphone et donc vous avez votre fréquence cardiaque. Donc il y a même des outils, y compris sur les smartphones, où vous pouvez prendre votre fréquence cardiaque sans mettre le doigt, juste en mettant le visage en face du téléphone, vous pouvez prendre votre fréquence cardiaque. C'est utilisé dans les aéroports pour interpeller quelques personnes suspectes. Voilà. Sachez que ça une manière existe, dérivée de... ça existe. Alors Pourquoi pas. alors on a il y a effectivement des appareils qui commencent, qui démarrent, qui communiquent en Bluetooth avec vos téléphones et qui permettent au patient d'enregistrer lui-même un électrocardiogramme relativement simple, mais qui peut nous donner des informations, surtout que si on va à la pêche d'un événement rare, c'est-à-dire vous avez des crises de palpitations, mais une fois tous les 6 mois. On va peut-être pas vous mettre un Holter pendant 6 mois. Donc si derrière vous avez un appareil qui est qu'on peut acheter dans le commerce et que vous allez pouvoir enregistrer vos épisodes, ça va être possible. Ça c'est la première partie. Et la deuxième chose, c'est pour ces épisodes-là, c'est en fonction de la description. Hein. Vraiment, c'est l'esprit clinique avant tout. C'est en fonction de ce que décrit le patient. On peut être amené à aller faire une exploration électrophysiologique, c'est-à-dire cette fois-ci en montant un cathéter par la veine, aller à l'intérieur du cœur et déclencher nous-mêmes l'emballement mais pas uniquement pour le déclencher, mais pour le traiter, parce que la plupart de ces emballements sont des circuits anormaux à l'intérieur du cœur qui se sont développés par exemple avec l'âge, avec les pathologies cardiaques, avec l'hypertension. Il y a plusieurs millions d'hypertendus en France et qui vont développer des troubles du rythme qu'on peut aller traiter de manière interventionnelle. C'est super intéressant en tout cas et on est vraiment très intéressés. Donc vous aussi, si vous avez des questions, hein, vous avez des problèmes cardiaques, des problèmes de rythme cardiaque ou alors des gens que vous avez connus qui ont ce problème, des témoignages en tout cas et des questions en direct eh bien avec notre médecin cardiologue, enfin du moins rythmologue. Les deux, Ouais, il est cardiologue, rythmologue. Voilà, il s'appelle Dr Amara. Donc sur Snapchat, vous pouvez taper France Maghreb 2 tout attaché et vous mettez votre question évidemment. Et puis bien entendu, vous pouvez nous appeler aussi au standard, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. Vous avez besoin de conseils aussi également parce que vous avez des difficultés au niveau cardiaque. Et ben voilà, c'est le moment ou jamais de vous exprimer avec le docteur Amara et monsieur Malek qui est là. Donc un court instant et on va prendre directement vos appels si vous le souhaitez. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 et vous pouvez nous appeler évidemment partout en France, que vous soyez à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille. Et je sais aussi que certains sont très timides. Et ben si vous êtes timide, vous pouvez aussi passer à la radio de manière anonyme. Il n'y a pas de souci, on vous accueille. Allez-y, franchissez le pas de poser vos questions si vous en avez besoin. 0892 23 99 50. On va revenir dans un instant. La pub et vous prioritairement pour les auditeurs. Et puis sinon, on continuera à évoquer ce trend très intéressant. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb
France Maghreb 2. Et de retour dans l'émission Parler Santé, quel plaisir d'être avec vous évidemment dans cette deuxième partie. Et beaucoup d'auditeurs qui sont là, ça fait plaisir, merci d'être là. Vous allez sur Snapchat, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché évidemment et vous mettez vous rentrez dans la story et vous balancez vos petits messages évidemment et vos questions. Et puis par téléphone évidemment, vous êtes les bienvenus aujourd'hui au 0892 23 99 50. Ceux qui ont envie de poser des questions sur le rythme cardiaque, les problèmes cardiaques, tout ce qui est relatif à la cardiologie avec le docteur Amara et monsieur Malek. Bon, messieurs, on va prendre des appels au 0892 23 99 50. On a Amina qui est à Aubervilliers. Bonsoir Amina. Bonsoir. Bonsoir Amina. Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Voilà, moi j'ai une question concernant le pacemaker. Il y a mon papa qui a un pacemaker, il a été posé je crois en 2007 en Algérie et il a été refait je crois vers le mois d'avril. Mois d'avril, le 24 avril. Mais le problème c'est qu'il est tout le temps fatigué. Il a du mal à faire un effort, à bouger et tout, essoufflé. Et récemment, il est venu ici en France au mois d'août. On a été voir un cardiologue et un rythmologue. Ils lui ont conseillé, ils ont trouvé en fait que le pacemaker qu'il a, il a une seule sonde. Et il lui fallait un autre à 2 sondes. Et là, il arrive aujourd'hui pour entrer à l'hôpital et faire ce pacemaker à double sonde. Ma question c'est, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe? Ou qu'est-ce qu'il doit faire en fait? Docteur Amara, des conseils pour alors là, Amina, docteur Là, on Amara. est dans un sujet très technique. J'élargis un petit peu pour l'ensemble des auditeurs. Donc, les pacemakers, c'est des piles qui permettent d'amener le rythme cardiaque au cœur. Et que normalement, on a deux types de cavités, les oreillettes et les ventricules. Et si on veut un rythme physiologique, habituellement, le plus souvent, si le rythme habituellement d'une nœud sinusale est en fonction, on met 2 sondes à l'intérieur du cœur reliées à un pacemaker qui accepte ces 2 sondes. Alors peut-être qu'historiquement, techniquement à l'époque, pour des raisons de simplicité, pour des raisons de coût, pour des raisons diverses, il n'avait eu qu'un pacemaker simple chambre, et qu'aujourd'hui, le fait de perdre la synchronisation, c'est-à-dire qu'il a plus son rythme est désynchronisé. Vous avez la sonde de l'oreillette, la sonde du ventricule, qui permet du rythme de l'oreillette aller vers le ventricule de manière physiologique. Mais le fait qu'il n'ait plus ça, ça peut expliquer son essoufflement. Alors bien sûr, vos médecins ont bien sûr tout regardé la fonction du cœur, on a même des pacemakers qui prennent 3 sondes, vous voyez, c'est pas que 2, mais c'est ce que nous avait dit le médecin. Voilà, tout à fait. Donc ça peut arriver que si maintenant on juge qu'il est suffisamment essoufflé et qu'il faut lui rajouter une deuxième sonde, c'est une intervention qui est pas complexe techniquement. Voilà, si la veine le plus souvent permet de faire passer une deuxième sonde qui dans la majorité des cas passerait sans problème, n'est pas une intervention d'une grande complexité qui se passe sous anesthésie locale. Donc voilà, s'il en a besoin, qu'il faut rajouter la deuxième sonde, dans ce cas-là, il faudra la rajouter. Et ça, d'après vous, c'est quelque chose qui va, c'est pas un problème. Il peut continuer à vivre sans problème normalement. Dans la majorité des cas, oui. C'est-à-dire que il a eu une échographie du cœur, et on n'a pas parlé tout à l'heure de l'échographie. L'échographie, c'est un examen. On fait de l'échographie de tout, de la femme enceinte à l'urologie et pour le cœur. Et l'échographie permet de voir le cœur fonctionner. Et si le cœur dans l'ensemble fonctionne normalement, il n'a pas besoin d'autre chose que de rajouter cette sonde. Parfois, c'est plus complexe et il a besoin de plus. Mais ça, je peux pas juger sans l'ensemble des données. Donc voilà, si les médecins vous ont dit qu'il fallait rajouter cette deuxième sonde, ça ne me paraît pas aberrant. Mais autre question, docteur, parce que en fait, ils vont lui enlever celui qu'il a, le pacemaker, le premier, et mettre un deuxième avec double sonde. Et c'est faisable et c'est préférable pour lui? Écoutez, là aussi on ne donne que des conseils généraux. Ce qui se passe, c'est qu'il a une ancienne sonde qui peut-être fonctionne déjà très bien, et dans la majorité des cas, cette première sonde qu'il avait déjà, ils vont la réutiliser. Et comme son ancien pacemaker n'accepte pas de connectique, il n'en a qu'une seule connexion, obligatoirement cet ancien pacemaker, c'est pas le problème, on le déconnecte, on le dévisse
de la sonde, on rajoute la nouvelle sonde et on met un pacemaker qui accepte les deux sondes. Donc, elle serait un peu obsolète, c'est ça? Non, voilà, le pacemaker devient obsolète. Le pacemaker simple chambre. C'est comme un vélo, mais qui a qu'une roue. Il vous faut la deuxième roue. Vous mettez la deuxième roue, mais cette fois-ci, vous avez besoin d'un vélo qui accepte les deux roues. Donc, il vous faut le pacemaker qui accepte les deux sondes. Ok. Voilà. C'est gentil. Bah voilà. Vous voilà rassurés. En tout cas, les médecins. Tout à fait. Normalement, ils sont opérationnels. Surtout du côté d'Aubervilliers. Aubervilliers, oui. Du côté de la Roseraie, éventuellement, si. Non. En fait, il est suivi à Cochin. À Cochin. Très bien. Alors Cochin, voilà, donc pour son. Il y a de très bons hôpitaux à Paris. Oui, voilà. Très bien aussi. Oui, sur ça on fait confiance, il n'y a pas de souci. On lui souhaite un bon rétablissement et plein de bonnes choses en tout cas. Merci, c'est gentil à vous et merci encore d'avoir merci appelé. et bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Bah voilà, si vous aussi vous avez besoin de vous rassurer, voilà, vous avez des parents qui ont des problèmes cardiaques, des problèmes, des témoignages, vous voulez nous évoquer tout ça, évidemment, vous êtes les bienvenus. Chers auditeurs, 0892 23 99 50, comme cette dame qui a posé une question. Eh bien, il n'y a pas de fausse question. Tout ce qui est relatif au cœur, tout ce qui est relatif au rythme cardiaque, les pacemakers et autres questions, eh bien, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour arriver au standard. Et sur Snapchat, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché. Vous rentrez dans la story et vous posez votre question et Monsieur Malek va scruter évidemment le Snapchat. Alors qu'est-ce qui se passe sur Snap, mon cher Monsieur Malek? Qu'est-ce qui se passe sur Snap? On vous passe. Enfin non, il faut que je dise un bonjour pour Sarah. Alors c'est Jermoun et sa sœur. Donc on salue, on me demande de les saluer. Eh ben, j'en profite. On vous salue. Voilà, comme ça ils vont apprendre plein de choses les jeunes sur tout ce qu'on parle de parler santé, justement de ces problèmes cardiovasculaires, de cardiaque et puis de toutes les bonnes choses qui sont dans cette émission. Oui, il y avait d'autres choses encore? Non, ce sera tout. D'accord, on va continuer en attendant. Allez, on va continuer. Évidemment, et les appels sont les bienvenus. 0892 23 99 50. Profitez-en. On a 1 heure. Et vraiment, le médecin Dr Amara qui s'y connaît bien et qui pourra vous donner des meilleurs conseils. 0892 23 99 50. Alors, tout à l'heure, nous discutions des applications pour aider à contrôler, à visualiser son rythme. Est-ce que c'est des applications que vous conseillez, vous? Est-ce que ça sert à quelque chose, ou est-ce que c'est comme beaucoup d'applications qui sortent aujourd'hui, qui essayent de prendre la place entre guillemets du médecin? Vous en pensez quoi? Alors, tout ce qui est application de base que vous avez sur vos téléphones, qui permettent notamment de prendre le pouls et la fréquence cardiaque, c'est plus du gadget qu'autre chose, parce que mis à part vous donner une fréquence cardiaque et vous donner éventuellement une régularité ou une irrégularité, ne vont pas aller assez loin pour donner des informations plus précises. Donc dans la majorité des cas, chez nos patients, on va faire nos examens habituels qui sont pris en charge par la sécurité sociale. On a parlé de l'électrocardiogramme, on a parlé du Holter de 24 heures, on a des Holter de 3 semaines, et on a parlé de l'appareil implantable qu'on appelle le Holter implantable. Donc tout ça, c'est pris en charge par la sécurité sociale, c'est remboursé, il n'y a pas de surcoût pour le patient. Donc après, on a des nouveaux outils qui sont des mini appareils à ECG qui vont être parfois peu chers et qui peuvent fonctionner en Bluetooth avec votre téléphone et qui font vraiment des ECG simple sur une seule dérivation. Nous, quand on fait un électrocardiogramme, on enregistre 12 dérivations différentes de votre électrocardiogramme. Donc c'est des appareils professionnels, mais on a des appareils simples qui permettent d'enregistrer une dérivation et qui peuvent éventuellement être utiles pour enregistrer une irrégularité du rythme quand les gens se plaignent de palpitations. Donc je vous dis pas que ça m'arrive jamais, ça m'est arrivé en l'occurrence 2 fois de les conseiller. Et dans ce cas-là, ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Et au niveau du coût, alors le coût, ça coûte environ 100 €. D'accord. Environ 100 €, ce qui est finalement peu coûteux, parce que jusque là, on avait des appareils qui pouvaient être loués, des appareils ECG qui pouvaient être loués par les patients pour faire l'électrocardiogramme à distance, mais qui étaient loués par des sociétés commerciales à des prix assez onéreux, environ 100 € par mois. Donc finalement, acheter un appareil qui fonctionne en Bluetooth avec son téléphone à 100 €, c'est pas si cher que ça. Donc ça nous arrive, mais c'est plutôt des sujets jeunes, plutôt des gens qui n'ont pas de maladie, et finalement ça peut permettre de les rassurer et d'enregistrer des petits épisodes, ce qu'on appelle des extrasystoles. Les extrasystoles, c'est des petits battements en plus, on en a tous, c'est banal, relativement banal. Le plus souvent c'est pas grave, le plus souvent ça ne justifie pas de traitement, et puis ça peut être rassurant pour quelqu'un
qu'on lui explique pourquoi ce qu'il ressent, à quoi ça correspond. Et ben si je vous ai dit qu'à 22h01, ce que vous avez senti, c'est une extrasystole auriculaire ou ventriculaire, vous serez content de votre diagnostic, ça va vous rassurer, vous pourrez aller de l'avant. Très bien. Une question, j'ai entendu parler du Bouvray. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et aussi essayer d'expliquer ce qu'est l'arythmie? Alors, le Bouvray, c'est un terme, Monsieur Bouvray. Il y a de nombreuses années, voilà, monsieur de son nom, il y a de nombreuses années, je vous fais voyager dans l'histoire de la médecine, a décrit ces anomalies du rythme avant même que l'électrocardiogramme n'existe. Et il avait décrit que chez des sujets jeunes, il y avait des épisodes d'accélération du rythme qui démarraient brutalement, qui s'arrêtait brutalement et le cœur fonctionnait de manière très régulière. En général, le cœur bat environ 200 par minute. Alors, ça touche le plus souvent des sujets plutôt jeunes. Donc, on les a appelés les tachycardies de Bouvray. Et depuis qu'on a l'électrocardiogramme, heureusement depuis de très nombreuses années, on sait maintenant à quoi ça correspond. Ça correspond à une anomalie du rythme cardiaque, à un circuit anormal à l'intérieur du cœur qui fait que le cœur s'emballe. Et c'est comme un fil électrique en plus à l'intérieur du cœur. Normalement, le rythme cardiaque passe par une sorte de péage naturel à l'intérieur du cœur, entre les oreillettes et les ventricules. Tout à l'heure, on parlait d'oreillettes et de ventricules avec votre auditrice. Et donc, entre les oreillettes et les ventricules, il y a un péage qui peut être bloqué chez certains, comme pour le papa de l'auditrice et qui avait besoin d'un pacemaker. Et puis chez certains, ce péage peut être constitué de deux voies, une voie normale et une voie anormale. Et le flux électrique se met à tourner entre les deux voies de manière très rapide. Et donc, ces tachycardies de Bouvray correspondent à cela. Et puis, comme c'est souvent des sujets jeunes, souvent, ils sont pas diagnostiqués parce que quand ils vont voir leur médecin généraliste, ils leur disent, votre rythme est normal, j'ai rien. Si on fait un électrocardiogramme, on trouve rien parce que ces crises sont rares. Et puis on sait que ça, c'est peut être une indication d'enregistrer le Holter sur des très longues durées, voir comme on sait que c'est. Je vous ai dit, il y a une fil anormale, on peut aller couper ce fil, tout simplement en mettant un petit cathéter par laine qui va aller brûler le fil, soit par le froid, ça s'appelle la cryothérapie, soit le chaud, ça s'appelle la radiofréquence. Alors, vous m'avez posé une deuxième question. L'arythmie. Voilà, l'arythmie. Alors, l'arythmie, d'abord, c'est un terme très global qui on peut regrouper l'ensemble des troubles du rythme par les arythmies. Donc, on dit une arythmie, c'est l'ensemble des troubles du rythme. Mais souvent, quand les gens disent je fais de l'arythmie, en fait, ils parlent de ce qu'on appelle la fibrillation atriale. Tout à l'heure, on parlait des oreillettes et des ventricules. Eh ben, ces oreillettes, dans ce cas-là, elles vont se mettre à fonctionner de manière tout à fait anarchique, très rapide, à 300 par minute environ. Et heureusement, le péage joue son rôle et va empêcher cette accélération de rythme qui fait que le rythme au niveau du ventricule, qui donne le pouls, va être entre 70 et 150. Quand même, c'est pas très rapide. Et donc, l'arythmie, c'est un fonctionnement anarchique des oreillettes. Alors, en général, plutôt, les gens qui font de l'arythmie, ça peut arriver chez les sujets jeunes, mais ça arrive au-dessus de 50 ans. Ça augmente plutôt avec l'âge. Ça augmente avec l'âge. Ça augmente avec les facteurs de risque. Par exemple, l'hypertension notamment. Donc, plus on est hypertendu, plus on est âgé, plus on risque d'en faire. Vous voyez, 10% des sujets de plus de 80 ans font de l'arythmie. Alors là, c'est un petit peu différent parce que l'arythmie, c'est un fonctionnement anarchique. Imaginez le flux d'une rivière qui se met à fonctionner de manière anarchique. Vous allez voir au bord de la rivière des dépôts. Et le risque de l'arythmie, c'est ces dépôts-là, les dépôts des caillots à l'intérieur du cœur. Et donc, c'est pour ça qu'on va donner des médicaments fluidifiants du sang qu'on appelle des anticoagulants. Et puis après, non seulement on va fluidifier le sang, mais également donner les traitements pour éviter que l'arythmie ne revienne. Là aussi, on va revenir. Ça peut être des médicaments, ce qu'on appelle des anti-arythmiques, donc des médicaments qui évitent que l'arythmie ne revienne, qui ont un taux d'efficacité d'environ 60%. C'est pas la panacée, mais c'est déjà pas mal. Et puis également, on va revenir à des interventions qu'on appelle des procédures interventionnelles. Donc, le terme, ça s'appelle l'ablation, mais l'ablation n'est pas un terme tout à fait adapté. Ablater quelque chose, c'est l'enlever. Nous, on n'enlève rien, on ne fait que brûler la voie normale. Donc, le terme n'est pas adapté, mais ça s'appelle l'ablation. Très bien. Et quels sont les risques pour les patients qui souffrent d'arythmie? Notamment, vous parliez de FA, la fibrillation atriale. Qu'est-ce qui se passe chez justement quelqu'un qui garde ça pendant quelques années? Il y a des risques graves? Alors, le premier risque qu'on explique, c'est le risque d'accident vasculaire cérébral. C'est l'AVC. L'AVC, c'est l'attaque cérébrale, c'est que le patient se retrouve paralysé à cause d'un caillot qui se serait formé dans l'intérieur du cœur et ce caillot va partir et pas de chance se retrouve dans une petite artère du cerveau. Donc c'est le risque principal et c'est pour ça quand quelqu'un fait de l'arythmie et qu'il a un minimum de facteurs de risque, pas genre il a juste moins de 50 ans, il a rien, mais s'il a au moins un facteur de risque, il a plus de 65 ans, il est hypertendu, il a du diabète ou il a fait d'autres choses, on va lui donner des médicaments fluidifiants du sang qu'on appelle des anticoagulants.
Et donc ça, c'est le risque principal. Et le deuxième risque, c'est bien sûr si votre cœur il est à 150 par minute pendant un mois, vous imaginez bien que ça va fatiguer votre cœur. Vous pouvez pas courir un marathon tout le temps, toute la journée. Donc ça va donner ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire le cœur il n'arrive pas à s'éjecter. Et voilà, l'objectif bien sûr c'est de les traiter avant que ces anomalies ne perdurent sur le temps. Donc voilà, et l'arythmie c'est la conséquence aussi de toutes les maladies cardiaques. Toutes les maladies cardiaques peuvent donner de l'arythmie, donc ça c'est la première chose. Et deuxièmement, l'arythmie en elle-même peut entraîner des maladies cardiaques. Donc c'est un cercle vicieux, l'un aggrave l'autre et ainsi de suite. Donc l'objectif c'est de bloquer le cercle le plus tôt possible en traitant avec les thérapeutiques adaptées. La partie ablation, donc l'intervention, vous disiez tout à l'heure que ça représentait quand même beaucoup de vos interventions. Vous me disiez qu'il y a des traitements qui sont efficaces à 60%, d'autres qui sont un peu obligatoires, notamment les anticoagulants quand on a trop de facteurs de risque. Mais au niveau de l'intervention, est-ce que vous en faites vraiment beaucoup, et est-ce que il y a un réel intérêt pour le patient dans le cheminement logique? C'est quoi? C'est d'abord je commence par les antiarythmiques, après anticoagulants et ensuite l'ablation, c'est ça, plus ou moins? Alors c'est une très bonne question parce que ça dépend. On a pris deux exemples qui sont finalement assez opposés. On a parlé du Bouvray, on a parlé de l'arythmie, comme vous avez dit la FA ou la fibrillation atriale. Donc c'est deux terrains différents. Quand vous avez du Bouvray, vous êtes jeune, vous avez 40 ans, vous êtes une femme par exemple de 40 ans active et que vous faites des crises qui peuvent vous survenir n'importe où, en vacances, en haut d'une montagne avec votre famille, et vous vous retrouvez aux urgences, on vous injecte des produits pour arrêter les crises. Vous avez pas de médicaments, vous ne prenez pas de traitement. Dans ces cas-là, si le patient est partant, on peut lui proposer avec un bon rapport, ce qu'on appelle nous toujours, on va peser les bénéfices et les risques et on met ça dans une balance entre nos bénéfices et nos risques, et on propose assez largement aux patients d'avoir l'ablation, d'aller les débarrasser de cette voie anormale avec un taux d'efficacité qui est d'environ 95%. Donc je vais dire 95%, c'est très bien. Voilà. Oui, c'est très efficace. Donc, pour le Bouvray, parce que c'est une voie anormale, il faut aller couper cette voie anormale. Donc ça c'est simple. Alors pour l'arythmie, c'est un peu plus complexe. Pour l'arythmie, d'abord, c'est un peu plus délicat. Il faut aller dans l'oreillette gauche pour aller brûler les circuits normaux responsables de l'arythmie. Et pour l'arythmie, notre raisonnement, il est un peu plus en retrait au niveau de l'ablation. Ça ne veut pas dire qu'un sujet jeune, on ne lui proposera pas en première intention. Mais dans la majorité de nos patients, vous avez des patients qui ont 70 ans, qui ont de l'hypertension, du diabète et qui font de l'arythmie. On va essayer les antiarythmiques. Même si c'est 60%, c'est toujours 60% sans intervention. Et s'il récidive, on discute au cas par cas, on discute avec le patient, ça dépend ce qu'il la ressent ou pas. On va pas proposer une ablation, c'est quand même une intervention, de faire une ablation à quelqu'un qui se plaint de rien, qui n'a pas ressenti, ou juste que nous on la voit à l'électrocardiogramme. Donc si le patient le ressent, il est gêné par ces crises d'arythmie, on va lui proposer l'ablation en deuxième intention en cas de récidive. Le taux de succès est d'environ, alors suivant les formes, parce que c'est difficile de donner un taux global, ça va être entre 70 et 85% suivant la forme, suivant l'atteinte cardiaque, le degré d'atteinte cardiaque. Alors ce chiffre-là, on le donne aux patients, bien entendu. Moudjahid. On va revenir d'ici quelques instants. Je préviens tout de suite, j'ai deux questions sur WhatsApp et des questions très techniques. Alors, on va faire la pause et on va les poser au docteur. Des questions sur Snapchat, évidemment. Vous pouvez y aller, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché avec votre question, évidemment. On vous répond en direct live. Donc, patientez à ces deux auditeurs qui nous ont posé des questions sur Snapchat. Et puis, bien entendu, vous aussi, au téléphone, au 0800 92 23 99 50. Vous avez envie de témoigner, de questions au docteur Amara, de vous rassurer également et de poser toutes les questions nécessaires. On vous prendra en priorité, chers auditeurs, donc n'hésitez surtout pas. 0800 92 23 99 50, vous serez intercepté directement au standard et vous pourrez poser votre question. Et si vous souhaitez rester anonyme, c'est tout à fait faisable, évidemment. Franchissez le pas et venez parler au docteur Amara et à monsieur Malek. C'est l'émission Parler Santé en direct sur France Maghreb 2. Une petite pause et on vous récupère au standard. 0800 92 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2.
Allez, de retour sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Santé évidemment, et ça fait plaisir parce que vous êtes là très nombreux à réagir évidemment, et vous êtes les bienvenus aussi au standard évidemment 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 si vous avez des questions sur le rythme cardiaque, sur la cardiologie en général, sur vos témoignages évidemment, eh bien on vous prendra en priorité 0892 23 99 50, et sur Snapchat vous tapez France Maghreb 2 dans le moteur de recherche Snapchat, vous rentrez dans France Maghreb 2, vous nous rajoutez dans la story et vous posez vos questions comme eh bien des questions qui arrivent déjà, monsieur Malek, sur Snapchat, ça fait plaisir, et puis par téléphone on vous attend, hein, 0892 23 99 50. Alors monsieur Malek. Alors pour les questions que je viens de recevoir, donc merci déjà à vous mesdames, puisque c'est mesdames qui sont les plus actives sur Snapchat. Parfait. Alors donc bonjour, je suis une femme de 34 ans, j'ai pris durant ces 4 dernières années plus de 25 kilos et j'ai toujours des palpitations qui me réveillent la nuit et qui sont aussi présents au repos. Pensez-vous que c'est lié à la prise de poids? Alors, très bonne question parce que c'est Adja qui nous pose la question. Merci Adja pour cette question qui est très intéressante. Le surpoids ou l'obésité est un facteur de risque d'arythmie. Ça favorise les extrasystoles et ça favorise de l'arythmie. Donc c'est un vrai, c'est pas juste un marqueur, mais on sait que le développement d'un surpoids favorise des différentes arythmies. Donc l'élément numéro 1, ça va être il faut diagnostiquer ce que vous avez. Il faut que vous ayez un examen cardiologique, un Holter au moins sur 24 heures si vous en avez tous les jours, qui permettra de déterminer si ces palpitations c'est juste des extrasystoles pas graves ou si c'est plus des arythmies dont on a parlé tout à l'heure. Donc il faudra d'abord diagnostiquer ce que vous avez, et bien sûr vous en êtes conscient, vous avez dit que vous avez pris 25 kilos, il faut vraiment agir à ce niveau-là. Vous êtes jeune, donc voilà, donc c'est maintenant que vous devez agir pour traiter votre surpoids, pour éviter que dans 10 ans, dans 15 ans, vous ayez un cœur qui fait de l'arythmie comme un sujet qui a 80 ans. Donc vraiment, la prise en charge du poids est un élément très important et qui peut être un facteur de risque. D'accord. Vous lui conseillez quel spécialiste à ce niveau-là? À ce niveau-là, moi, de toute manière, il faudra avoir un cardiologue qui permet de faire l'électrocardiogramme, le Holter, il permet de vérifier quels sont les troubles du rythme qu'elle a, quel est le degré. Après, au niveau de l'obésité, il y a des spécialistes endocrinologues ou spécialistes de l'obésité. Ça dépend des services, ça dépend on fait même maintenant des interventions. Quand l'obésité devient importante, on peut même des fois opérer les gens pour les faire maigrir. C'est pas juste une liposuction. C'est vraiment, on traite l'intestin pour que les gens maigrissent de manière importante. Mais il y a des normes, il y a des chiffres. Voilà, c'est pas que le poids en lui-même. Il faut mettre le poids divisé par la taille au carré, qui nous donne ce qu'on appelle l'index de masse corporelle, et cet index de masse corporelle qui nous donne une idée de votre degré de surcharge pondérale. Après, de mon côté cardiologue, en dehors même du côté rythmologue, il y a beaucoup de charlatans qui tournent sur l'obésité, les régimes. Les régimes, c'est pas très efficace parce que l'objectif, c'est pas de faire un régime de 10 jours ou de 15 jours et de manger que de boire que des soupes pendant une semaine. Ça marche pas, ça, parce qu'on reprendra du poids après. Donc voilà. Donc, c'est quelque chose, le régime, c'est modifier son hygiène de vie sur le long cours. Ça peut être faire de l'activité physique, mais un truc qui vous plaît, pas forcément. Voilà, si toi, Malek, t'aimes bien faire du vélo, il faudrait que tu fasses du vélo. Voilà. Donc, ça veut dire que je suis un peu trop grand. T'as pris un peu de poids, Malek. C'est comme ça. Je vais le prendre comme ça. Merci, Docteur Amara. Alors, on a encore des nouvelles questions et tout à fait, continuez, j'enchaîne avec et vous pouvez aussi nous appeler, je vous rappelle 0892 23 99 50. Alors la seconde question sur Snapchat. Alors donc c'est Fat qui nous remercie donc pour cette belle émission. Elle est âgée de 49 ans et elle a un syndrome de Wolff-Parkinson-White. J'ai de temps en temps des accélérations, nous dit-elle. Et puis elle a fait une série d'examens donc en 2011 et son cardiologue l'a mis sous traitement. C'est bien ça, si je dis pas de bêtises. Tout en sachant qu'elle a aussi un diabète en plus.
Alors, donc déjà, le diabète n'a rien à voir avec le Wolff-Parkinson-White. Là aussi, j'explique à tout le monde ce que c'est. Là aussi, il y avait 3 cardiologues, qui s'appelaient Wolff, Parkinson et White, qui ont décrit cette anomalie-là, vraiment au tout début de l'électrocardiogramme. Et en fait, c'est quoi? C'est une voie anormale. On avait parlé tout à l'heure du péage à l'intérieur du cœur, entre les oreillettes et les ventricules, et qui empêchait que le rythme rapide en arythmie n'aille rapidement au ventricule quand on a parlé de l'arythmie. Eh ben, chez certains, à la naissance, on a une voie anormale qu'on appelle un faisceau de Kent, alors Kent, K-E-N-T, du nom du médecin qui l'a décrit pour la première fois. C'est une voie musculaire en plus qui court-circuite ce péage. Et vous pouvez imaginer que quand votre arythmie se met à battre vite dans l'oreillette, eh ben, elle va être conduite rapidement par cette voie nationale au lieu de la grande autoroute avec le péage, va passer par la nationale, et ça peut même être dangereux dans certains cas, ça peut avoir des conséquences vitales. Alors, le Wolff-Parkinson-White, donc cette voie anormale, on l'a à la naissance. En général, elle est plus dangereuse dans la jeunesse, et plus on vieillit, moins elle devrait être dangereuse en termes de danger vital. Et donc, on estime même qu'au-delà de 40-50 ans, peut-être que le risque vital n'existerait plus. Par contre, au-delà même du risque vital, ça peut être associé à des tachycardies. On avait parlé du Bouvray tout à l'heure. Eh ben, il y a des Bouvrets avec dans le Wolff-Parkinson-White. Et cette fois-ci, la tachycardie, le cœur, le rythme va passer par la voie normale, par le péage, et remonter par la voie de Kent et se mettre à tourner. Donc ça veut dire que, effectivement, je comprends l'auditrice qui dit qu'elle ressent des palpitations. Donc dans ces cas-là, il faut savoir à quoi correspondent ces palpitations. Il faut qu'elle ait à nouveau un holter. Et là, peut-être qu'on peut passer à côté. Si à l'électrocardiogramme, on voit cette anomalie du rythme cardiaque, on peut bien sûr, probablement chez elle, aller plus vite à l'exploration, plus vite aller à l'interventionnel pour savoir où elle est placée, pour voir si elle est dangereuse ou pas. Et dans ces cas-là, on peut aller la brûler par radiofréquence, si c'est le chaud, ou éventuellement parfois par le froid, ça s'appelle la cryothérapie. Ce qu'elle a précisé, c'est qu'effectivement son cardiologue n'a pas voulu la mettre sous traitement pour ça. Voilà. Donc, l'important c'est qu'elle continue à faire des examens complémentaires, c'est bien ça. Voilà. Et ensuite, éventuellement, pourquoi pas une intervention. Voilà, c'est difficile et là aussi, c'est sans avoir les détails, c'est toujours difficile de donner un conseil global. Les patients peuvent être gênés. Si elle ressent ses palpitations, c'est qu'elle est gênée, et dans ce cas-là, il faudrait peut-être aller voir plus loin. Ça dépend, c'est au cas par cas qu'on peut être amené à aller voir plus loin. Donc on sait aussi, quand on a ces voies anormales, il y a des médicaments qu'on n'a pas donnés, il y a certaines contre-indications à certains médicaments, donc ça peut être plus difficile à gérer, et on comprend sa question, et on comprend les difficultés que peut avoir son médecin à la gérer. Encore une question donc de Jamila. Ah bah décidément, c'est bien Snapchat, ça cartonne. Et toujours mesdames, hein, je reprécise. Jamila. Donc, merci mesdames. Alors Jamila qui nous dit, alors bonjour, j'ai 47 ans et quand je fais des efforts, je sens au niveau du cœur et du côté gauche une sensation de fatigue avec une sensation de lourdeur. J'ai passé une échographie cardiaque en me disant que tout allait bien. Je prends du Magnévi B6 quand je ressens cette douleur. Alors, donc déjà, il y a eu un premier bilan cardiologique qui a l'air d'être plutôt rassurant. Et donc, le premier élément, c'est qu'elle ressent cela lorsqu'elle fait des efforts. Donc, peut-être que tout simplement, ce qu'elle ressent, c'est l'accélération physiologique du rythme. Et donc, ce qui serait pas particulièrement inquiétant, de ressentir cette accélération du rythme. Et c'est vrai que si on est désentraîné, par exemple, on le ressent plus. Vous avez remarqué, oui, ça j'ai bien quand je courais, tu es essoufflé, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc peut-être que c'est ce qu'elle sent. Donc peut-être que ce serait plutôt rassurant. L'effet des examens cardiologiques sont rassurants. Ça nous pousserait à probablement ne pas aller plus loin. Quant au magnésium, il n'y a aucune preuve que ça marche. Vous savez qu'il a même été déremboursé en France parce que, mis à part vraiment des cas très particuliers, on n'a pas d'indication particulière. Ce que je lui conseille, c'est d'essayer sans, et peut-être ce sera pareil, et dans ce cas, elle va économiser quelques euros à la pharmacie. C'est pas faux. C'est pas faux. Et ben voilà, sur Snapchat, ça fait plaisir, hein. Vous bien. Continuez, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché, et bien entendu, vous rentrez dans la story et vous nous posez votre question en direct. Comme quoi, ben voilà, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde utilise Snapchat et on en est fiers, monsieur Malek, voilà. C'est une attaque personnelle, je vais la prendre comme ça en tout cas. Pas du tout. Parce que je viens à peine de me mettre sur Snapchat. Mais c'est bien, on apprend, moi,
je ne sais pas non plus comment ça marche, donc je vous rassure. Oui. Voilà. 0892 23 99 50, les quelques dernières questions et bien entendu, ça passe déjà très vite. Donc on va poursuivre sur le sujet évidemment. Oui. Et en attendant les questions. Pas de problème. Donc on va continuer sur cette troisième partie. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui comme vous êtes là, c'est d'essayer de faire la différence entre le pacemaker et le défibrillateur. Ah, très très bonne question. Alors le pacemaker dont on parlait tout à l'heure avec l'auditrice, le pacemaker c'est un appareil qu'on met sous la peau qui est relié à des sondes qui vont dans le cœur et qui va donner un rythme minimal au cœur. Il va écouter le rythme de manière intelligente et on peut le programmer, on va lui dire on veut que tu stimules le cœur au minimum à 50 par minute et si le cœur il passe juste à 50, il va pouvoir intervenir. Et puis c'est un pacemaker intelligent, c'est-à-dire que lorsque vous allez faire un effort, il va vous aider à accélérer votre fréquence à l'effort pour se rapprocher au mieux de la physiologie, pour avoir un rythme un peu plus rapide. Mais donc il ne fait qu'éviter les ralentissements. Donc ça c'est le pacemaker. Et puis maintenant on a des défibrillateurs. Les défibrillateurs, ça fait au moins 20 ans maintenant qu'on a des défibrillateurs. Vous avez les défibrillateurs dans la rue. Oui. Quand quelqu'un fait un arrêt cardiaque dans la rue, alors quand vous êtes en France, quand vous faites un arrêt cardiaque dans la rue, vous savez quel est le pourcentage de chance quand vous surviviez, c'est à peine 3%. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir la chance de le faire devant la caserne des pompiers qui sont en train de faire leur footing, de faire cet arrêt cardiaque en face. Quand vous faites un arrêt cardiaque dans un casino de Las Vegas, vous savez quelle est votre probabilité de survie ? 30%. Parce que vous avez des caméras de surveillance partout. Et donc tout le monde est occupé à jouer. Et donc ils vont venir avec les défibrillateurs pour sauver la vie. Et donc quand les cœurs sont fatigués, on met des défibrillateurs implantables maintenant, c'est-à-dire c'est des appareils qui font pacemaker. Tous les défibrillateurs font pacemaker, mais en plus ils peuvent traiter les emballements de rythme cardiaque, soit en stimulant en douceur sans que vous sentiez l'emballement qui va l'arrêter, soit au pire en délivrant un choc, comme délivre un défibrillateur conventionnel externe qu'on trouve dans la rue. Et quand est-ce qu'on les met alors ? Alors, les défibrillateurs, jusqu'à l'année 2002, on n'en mettait que pour des gens qui ont fait leur arrêt cardiaque et qui ont la chance de survivre. Donc, peu de gens. Et puis, depuis 2002, on a plusieurs études qui montrent chez des patients qui ont le cœur fatigué, qui ont fait un infarctus du myocarde, par exemple, avec une artère qui s'est bouchée, et qui gardent une séquelle importante. Là, on va devoir rentrer dans des chiffres après. On regarde ce qu'on appelle la fraction d'éjection, c'est-à-dire la quantité de sang qu'éjecte le cœur de ce qu'il a reçu. Et il y a des seuils et qui permettent de dire en dessous de certains seuils, quand le cœur est trop fatigué, le risque d'emballement devient trop important. Par exemple, si vous avez fait un infarctus, que votre cœur est trop fatigué, votre pourcentage d'arrêt cardiaque par an est d'environ 7% par an. Et dans ce cas-là, on met le défibrillateur en préventif, c'est-à-dire on n'attend pas la survenue d'un arrêt cardiaque, et on met une pile avec une ou plusieurs sondes, 1, 2 ou 3 suivant les cas particuliers, et qui vont avec cette sonde qui va à l'intérieur du cœur, et on traite et que cette pile est là en préventif finalement chez le gilet de sauvetage sous le siège de l'avion. Si le cœur s'emballe, elle est là pour le traiter. S'il ne s'est pas emballé, bien, c'est très bien, il n'a pas besoin d'intervenir. Et puis certains de ces défibrillateurs peuvent également participer à la synchronisation en aidant le cœur à se contracter. Très bien, merci en tout cas pour ces précisions. Ça représente beaucoup de votre activité, la pose de pacemaker et de Alors en France, pour vous donner une idée, en France, on met 60 000 pacemakers chaque année, on met 10 000 défibrillateurs chaque année, et on fait à peu près entre 10 et 15 000 ablations chaque année en France. Donc effectivement, ça prend beaucoup de temps. La plupart des interventions se passent sous anesthésie locale, avec des hospitalisations très courtes. Les patients rentrent spécialement pour ça. Donc pacemaker, défibrillateur, c'est une intervention qui dure 30 à 45 minutes, rarement plus d'1 heure. Les ablations, vous avez vu tout à l'heure qu'on a parlé de 2 types d'ablations, les ablations des bouvrets et les ablations de l'arythmie. Les ablations de bouvrets durent globalement aussi vite et se font sous anesthésie locale. Les ablations d'arythmie durent un peu plus longtemps. Suivant les équipes, on peut être amené à les faire sous anesthésie générale pour des raisons de confort et de sécurité pour le patient. J'ai eu la chance d'assister à une pause de pacemaker une fois avec le docteur Amra. C'était impressionnant et c'était très rapide, c'est vrai. Voilà. Mais c'était important de le préciser. C'est des choses qui nous apprennent tout simplement que le corps humain est important et qu'il y a de très belles choses et de très belles avancées en matière de médecine, en matière de science. Et que quand j'entends ce matin on pense que au bio et qu'à l'alimentation et que tout doit être naturel, je me dis heureusement que ces gens-là ne sont pas au bloc. Voilà, ça c'est le message est passé en tout cas.
Non, mais on a parlé d'activité physique. Oui, on a bien parlé, sûr. Voilà. Et puis il y a beaucoup de sociétés commerciales qui tournent à essayer de vendre des produits qui n'ont rien démontré. Voilà, qui n'ont aucune... Mais que vous ayez une bonne hygiène de vie dans l'ensemble, que vous mangiez équilibré, que vous fumiez pas, que vous ayez une activité physique régulière et que vous préférez aller à la boulangerie à pied qu'en voiture, ou faire un peu de vélo ou d'aller de temps en temps à la piscine, c'est toujours bien, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour la santé. Donc ça, c'est sûr que c'est vrai. Par contre, si après on a un souci de santé, c'est se confier à son médecin, à son cardiologue, qui lui a l'expérience et qui saura mettre les traitements appropriés. Bien. Merci, Parfait. docteur Amara, en tout cas pour cette intervention. Alors juste très rapidement, si des jeunes nous écoutent aujourd'hui et qui veulent se lancer dans la médecine, alors comment pourriez-vous les convaincre d'être rythmologue? Alors d'abord, l'électricien du cœur. Alors d'abord il faut encourager les gens à faire de la médecine. Il y a du travail pour tout le monde. On manque de médecins en France et c'est un métier où il n'y a pas de chômage. Donc il faut encourager les gens à s'inscrire au concours de première année de médecine et à passer ce concours. Et si vous réussissez, vous aurez beaucoup de chances de pouvoir rejoindre la spécialité qui vous plaît. Au niveau des spécialités, en fait, on choisit une spécialité, éventuellement une surspécialité, en fonction des rencontres qu'on fait. J'espère qu'aujourd'hui, s'il y a des jeunes qui nous ont écoutés, ça leur a donné envie. Pourquoi pas, ce serait bien. Donc, c'est un métier passionnant. En rythmologie, on est à la fois au contact du patient, on rencontre les gens, on discute avec les gens, comme on a discuté aujourd'hui. Et puis, on fait de l'interventionnel. Et puis, c'est un métier à la jonction de plein de choses, de l'échographie, donc de l'imagerie, de tout ce qui est pacemaker et défibrillateur, c'est proche de l'électricité du cœur, donc beaucoup d'éléments. Si vous êtes passionné de physique et de mathématiques, ce qui était mon cas, vous trouverez votre bonheur également en médecine et en rythmologie. En plus, il manque des rythmologues, c'est bien ça? On a toujours besoin parce qu'on a de plus en plus, malheureusement, du fait du vieillissement de la population. Du fait du vieillissement de la population, il y a de plus en plus d'arythmies et donc de plus en plus d'interventions. L'activité est en progression et donc il y aura toujours de la place pour des jeunes motivés qui bossent et qui veulent bien travailler. Ce sera très bien. Merci docteur Amara pour cette belle intervention. En tout cas, j'en profite pour vous dire que il est très modeste, mais c'est quelqu'un qui est déjà un très grand orateur, qui forme les cardiologues, qui intervient un peu partout en Europe, je sais, mais aussi un peu au Maghreb et ailleurs dans le monde. Vous avez rédigé pas mal d'articles aussi. Merci, voilà. Donc j'en profite quand même pour saluer votre travail et on a été vraiment très contents et très heureux de vous accueillir aujourd'hui, en espérant éventuellement vous avoir une prochaine fois pour un duo avec le docteur Sally. J'envoie le message. Ce serait pas mal. Bien. Ce serait pas mal. Voilà, à suivre. Moi j'en profite donc pour vous rappeler toutes les informations. Donc la semaine prochaine, vous savez que c'est les vacances. Eh oui, vous allez nous manquer pendant 2 semaines. Merci Medjahed. On va essayer de se reposer un petit peu. Le Snapchat va déserter maintenant. Écoutez, je serai peut-être quand même un peu dessus si vous avez des questions. D'accord, très bien, c'est parfait. Sinon, n'hésitez pas à retrouver déjà tous les podcasts des émissions précédentes, notamment celle d'aujourd'hui qu'on devrait avoir d'ici demain, sur notre page Facebook. Donc je rappelle la page Facebook A2 le chiffre 2S Avenir Santé Solidarité. Vous me trouvez assez facilement, vous cliquez j'aime pour avoir toutes les informations, tous nos articles, tous les podcasts et éventuellement quelques conseils. On met pas mal de choses, on essaye de faire vivre cette page, on répond très rapidement. On a le docteur Garbaz, pharmacien, qui s'occupe de cette page. Très bien. Il fera un plaisir de vous répondre ou de vous aiguiller vers un de nos spécialistes. Je rappelle pour tous ceux qui suivent l'association A2S, c'est pareil, si vous êtes intéressé, que vous êtes professionnel de la santé, n'hésitez pas à nous contacter, ou si vous êtes auditeur ou auditrice et patient et que vous avez des questions, vous avez une adresse mail, donc c'est avenirsanté-solidarité@gmail.com. Je répète, tout attaché en minuscule, avenirsanté-solidarité@gmail.com. Mais il est bon, notre ami Malek, il est bon. Non, arrêtez. Je crois que c'est vrai. Bon, c'est vrai. C'est vous qui êtes bon, Medjahed. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Sans vous, je serais pas là.
Mais je suis Et votre France Maghreb 2, technicien. bien entendu. Merci beaucoup, monsieur Malek. Bah, merci à vous. Je vais pas vous dire bonnes vacances. Bah, non, moi je vais vous le dire. Bonnes vacances. Merci. Amusez-vous bien, passez ça en famille. Écoutez, on va essayer de se reposer un peu et on revient de toute façon à la rentrée. Avec plaisir. Dès le mois de novembre, donc. On a déjà le programme de la prochaine émission. Alors, si vous me laissez 2 secondes, oui, bien sûr. Ah bah oui. Bien sûr, vous pouvez dire ce que vous voulez en attendant. Docteur Amara, Voilà. allez-y. Docteur Amara, déjà, on vous remercie aussi d'avoir été avec nous tout au long de. C'était un plaisir d'être parmi vous, d'être là pour cette radio qu'on écoute en général quand on est dans les embouteillages. Ah, C'est bah évident, voilà. agréable. Ça fait plaisir. On passe le bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je passe le bonjour à toute l'équipe qui travaille avec nous, qui ont travaillé avec nous à l'hôpital. Je sais que certains et certaines sont à l'écoute. J'ai vu ça sur Facebook. Voilà. Ah, bah Donc, super. donc un grand bonjour à tout On le les monde. salue. Voilà, Ils font un gros boulot. Un gros boulot, voilà, exactement. Un gros Génial. Voilà, moi ça y est, je sais quand est-ce qu'on revient. Alors, on vient C'est le- pas mal. On revient donc dimanche 6 novembre. 6 novembre. Et on accueille votre préféré, le docteur Karcha, endocrinologue, qui va Très nous parler bien. de la thyroïde. Super. Docteur Karcha, qui sera de retour le 6 novembre. J'ai hâte, les amis. Nous aussi. Et nous aussi. Et puis la thyroïde concerne quand même pas mal de gens et c'est vrai que c'est des pathologies qui, lorsqu'elles touchent la thyroïde, qui sont méconnues. Et donc là, on a la chance d'avoir une endocrinologue qui est spécialiste de toutes les maladies endocrines et non pas endoctrine comme elle aime si bien le dire. Donc D'accord, très bien. au plaisir de la revoir le dimanche 6 novembre. Et de vous retrouver Merci toutes beaucoup. et tous. Merci, bonnes vacances, monsieur Malek. Merci, à très bientôt. N'hésitez pas, les podcasts sont disponibles sur la page Facebook. Bye bye. Bye. Au revoir. France Maghreb 2. France Maghreb.